Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Chute de presse. Aujourd'hui, pour faire suite à mon vidéo que je fais sur l'armement, je voudrais vous parler des théories géopolitiques et des nouveaux pôles États-Unis, Chine et Russie. J'ai eu l'idée de faire une vidéo sur ça, puisque quand j'étais à l'école, à l'université, j'ai appris beaucoup sur les théories géopolitiques et c'est quelque chose qui m'a fasciné. Les théoriciens géopoliticiens d'une certaine époque, du 20e siècle, du 19e siècle, sur lesquels avaient créé, produit des théories qui se valent et qui se valent encore et qui sont encore très actuelles encore aujourd'hui. Et donc j'ai eu l'idée de faire un rapprochement entre ces théories géopolitiques-là et le nouveau pôle tel qu'on vit présentement en 2025, le nouveau pôle entre les États-Unis, donc l'Amérique, la Chine et la Russie. Donc, d'abord, le monde n'est pas figé. Il est en mouvement permanent, traversé par des forces visibles et invisibles. Derrière chaque frontière, il y a une théorie. Derrière chaque théorie, il y a une ambition. Aujourd'hui, il y a trois pôles qui dominent la scène internationale, donc il y a les États-Unis, la Chine et la Russie. Pour comprendre leur stratégie, il faut revenir aux grandes théories géopolitiques, celles qui expliquent pourquoi les nations s'arment, s'allient, s'affrontent, se confrontent. Ce voyage intellectuel nous mènera de la mer au continent, des idées aux armes, des récits aux réalités. Restez jusqu'à la fin. Croyez-moi, c'est pas du tout ennuyant. Ce sont des théoriciens et on peut écouter ça comme ce serait un long fleuve tranquille, un roman, comme si on était sur un bateau et on allait jusqu'à la fin, jusqu'à notre objectif ultime. Donc, restez jusqu'à la fin. Croyez-moi, vous allez trouver ça super intéressant. Commençons avec les théoriciens. Les théoriciens sont classés dans les écoles de pensée. L'école de pensée, il y en a quelques-unes. On va commencer avec la première, le réalisme et le néo-réalisme. Alors, le réalisme est la colonne vertébrale de la géopolitique. Il affirme que la puissance est la seule monnaie valable dans un monde anarchique. Pas de gendarme mondial, pas de règles universelles, seulement des États qui cherchent à survivre. Kenneth Vance, avec le néo-réalisme, ajoute que c'est la structure du système international tel qu'on l'a aujourd'hui. Le nombre de grandes puissances qui détermine le comportement des États. Dans ce cadre, les États-Unis défendent leur hégémonie maritime et technologique. La Chine cherche à combler son retard par des inventions technologiques toujours plus poussées et à imposer son modèle. Et la Russie, elle, s'appuie sur sa profondeur terrestre et son arsenal nucléaire pour rester incontournable. Le réalisme nous dit, donc l'école du réalisme nous dit, tant que l'anarchie règne, la course à la puissance ne s'arrêtera jamais. Vient alors la deuxième école de pensée, le réalisme offensif versus défensif. Le réalisme offensif, incarné par John Mearsheimer, explique que les États doivent toujours chercher à accroître leur puissance pour garantir leur survie. Le réalisme défensif, lui, met en garde contre les excès. Trop d'expansion peut provoquer des coalitions hostiles et mener à la chute. Les États-Unis, dans ce contexte-là, projettent leur puissance à travers des bases militaires et des alliances. La Chine avance prudemment, construisant des routes commerciales et des passes stratégiques. La Russie, elle, verrouille ses frontières et ses zones d'influence. Trois stratégies différentes, mais une même logique. Sécuriser l'avenir par la force. Vient alors une autre école, le libéralisme et l'interdépendance.
Le libéralisme croit aux institutions, au commerce et à l'interdépendance. Quand les économies sont liées, la guerre devient trop coûteuse. Mais aujourd'hui, cette théorie est mise à l'épreuve. Alors, si on regarde aujourd'hui, dans ce contexte-là, les États-Unis et la Chine s'engagent dans un découplage technologique. Semi-conducteurs, batteries, données. La Russie, elle, isolée par les sanctions, cherche de nouveaux partenaires. Corée du Nord, Chine aussi. Le libéralisme nous rappelle que la paix est possible par la coopération, mais il montre aussi ses limites. Quand la confiance s'effondre, l'interdépendance devient une arme. On continue donc dans la théorie. Nouvelle école, le constructivisme. Le constructivisme insiste sur les idées, les identités, les récits. Les États ne sont pas seulement guidés par des intérêts matériels, mais par des visions du monde. Les États-Unis se voient alors comme les défenseurs de la démocratie, comme ils l'ont toujours dit. La Chine se présente comme une civilisation renaissante, porteuse de modèles alternatifs. La Russie revendique une grandeur historique et une mission de protection. Ces récits façonnent les politiques, justifient les dépenses militaires et alimentent les rivalités. Le constructivisme nous dit, alors la puissance n'est pas seulement dans les armes, elle est dans les histoires que les nations racontent et se racontent. Les classiques, c'est quoi les classiques en géopolitique? Alfred Mahan, un grand théoricien, affirmait que la puissance maritime décide du destin des nations. Imaginez, la puissance maritime décide du destin des nations. Alors qu'Alfred Mackinder voyait dans le Heartland, le corps continental eurasien, le clé de la domination mondiale. Ensuite, Nicholas Pikeman, lui, soulignait l'importance du Rimland, le concept de Rimland, cette frange côtière qui relie les continents. Aujourd'hui, ces théories se matérialisent, imaginez. Les États-Unis contrôlent les mers, la Chine construit une marine puissance et des routes maritimes, la Russie s'appuie sur sa profondeur terrestre et ses corridors eurasiens. La mer, la terre et la lisière, 3 terrains, 3 stratégies, une rivalité globale. Alors, dans ce contexte-là, on observe à ce moment-là une explosion des budgets militaires. J'en ai parlé dans mon vidéo portant sur l'armement. En 2024, les dépenses militaires mondiales dépassent les 2400 milliards de dollars. L'Europe réarme face à la guerre en Ukraine. L'OTAN, elle, exige 2% du PIB minimum pour ceux qui participent, donc les pays qui participent et qui font partie de l'OTAN. Donc, 2% de PIB minimum pour chaque pays. L'Inde et le Japon suivent la course. Les pays du Golfe investissent dans des dons et des systèmes antimissiles. Chaque dollar dépense est un signal. La sécurité est devenue une compétition. Plus de temps pour se protéger, mais aussi plus de peur en voyant l'autre se réarmer. La spirale, elle, s'accélère et n'arrête jamais. Alors, dans le contexte où l'armement augmente sans cesse, ben ça signifie qu'il y a de nouvelles technologies de guerre qui apparaissent et qui augmentent en technologie de façon exponentielle. Alors, la guerre change de visage, les drones remplacent les chars, l'intelligence artificielle analyse les champs de bataille en temps réel. Les cyberattaques paralysent les infrastructures entières et l'espace devient militarisé avec des constellations de satellites. Les États-Unis investissent dans l'IA militaire, la Chine dans les drones de masse, la Russie dans les cyber-offensives. Le champ de bataille est partout, il est mondial. Sur Terre, sur mer, dans le ciel, dans l'espace et jusque dans ton smartphone. La logique de la peur, elle est là. C'est pour ça qu'il y a une spirale. Pourquoi réarmer? Parce que chaque État craint d'être dépassé. Si ton voisin achète un missile, tu en veux 2. Si ton rival développe un drone, tu en veux une flotte. La peur alimente la course et la course alimente la peur, toujours. C'est le dilemme de la sécurité. Plus tu te protèges, plus tu inquiètes l'autre. Plus tu inquiètes l'autre, plus celui-là dépense plus, et plus il te fait peur, et plus tu veux te protéger, ça n'arrête pas. Et donc, plus l'autre s'inquiète, plus il se protège, une spirale sans fin. En conclusion, les théories géopolitiques nous offrent des cartes mentales pour comprendre ce monde en tension. Le réalisme nous rappelle la dure loi de la puissance. Le libéralisme nous montre les promesses et les limites de la comparaison. Le constructivisme nous rappelle la force des récits, l'histoire.
Mahan, McIntyre et Spikeman nous rappellent que la géopolitique reste une arme. Aujourd'hui, les États-Unis, la Chine et la Russie rejouent ces théories dans un triangle de rivalité. Le futur n'est pas écrit. Il peut être stabilisation compétitive, fragmentation en bloc ou escalade conflictuelle. Mais une chose est sûre, la spirale du réarmement ne s'arrête jamais d'elle-même. Elle attend toujours la prochaine crise pour s'accélérer. Le monde semble pour se protéger, mais parfois, il semble surtout pour se détruire. C'était Gilles Deprez. Merci.